Cette semaine, à C'est Coton Band, on reçoit Kung Fu Hotline. C'est Coton Band! Kung Fu Hotline, un band de Trois-Rivières aux saveurs des années 80. They are the best of their kind, and they will climb the highest mountain to the sky. So they rise like eagles in the clouds. Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton band? On reçoit Kung Fu Hotline ce soir, des gars de Trois-Rivières. Je vais commencer par vous demander, faire un petit tour de table. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans le band? Puis c'est ça, vous vous présentez. Bon, ben salut, moi c'est Rémi, je joue de la batterie puis la cloche à vache. Moi, c'est Vincent, je suis le bassiste. Moi, c'est Chuck, je suis chanteur puis je joue les claviers. Moi, c'est Patrice, je suis guitariste. Super. Ben écoutez, justement, tantôt on disait justement vous venez de Trois-Rivières, puis de ce que j'ai vu, le plus loin que j'ai cherché, ça se ramène à 2022. C'est pas mal vos débuts ou est-ce que je me trompe? Le projet a commencé à l'été 2021. On a commencé à jammer en juin 2021, puis on avait notre premier show à Trois-Rivières au milieu de l'été, à peu près en fin juillet 2021. Mais ça a pris un peu de temps avant qu'on mette sur pied une page Facebook. Au début, on jouait juste des covers, puis on faisait ça pour s'entendre sur les influences qu'on allait avoir. Éventuellement, ben, quand on avait plus un visuel, un logo de band, c'est là qu'on a mis sur pied notre page Facebook, puis après ça, ben, le reste a déferlé. Parce qu'on s'entend que votre style est particulier. On va chercher un peu dans les styles un peu glam rock, des choses comme ça. Comme vous me dites, on essaie de trouver notre couleur puis vraiment vers quoi qu'on s'alignait. Ben, expliquez-moi ça. Comment ça s'est passé le processus? Dire, nous autres, on s'en va vers là, on s'en va vers tel style de musique. Je te dirais que c'est une magie un peu qui s'est créée avec le temps, avec la camaraderie qu'il y a à travers nous autres. Tu sais, on est des gros amateurs de films de série B. Aussi, on est des gros amateurs aussi de rock années 80, 60, 70. Ces temps-ci aussi, on entend ça dans les bands. Il y a comme une espèce de mode là, de la synth-pop, tu sais, les effets de synthétiseur qui reviennent. Yes. On a été beaucoup influencés par ça. Tu sais, je pense à Pat, là, il n'y a pas une demi-heure qui passe qu'il n'y a pas une citation d'un film là, des années 80. Mais ouais, tu sais, on est pas mal tous des fans de tout ce qui est un petit peu rétro années 80. Puis, tu sais, je pense que ça, naturellement, quand on s'est mis à jammer puis commencé à sortir nos compos, on était allé sur un son, tu sais, jouer quelque chose, créer quelque chose qu'on avait du fun à jouer puis qui venait nous chercher nous-mêmes first. Fait que je pense que ça, à partir de là, ben, ça a juste comme été... Ça s'est construit vraiment par soi-même. Là. Ouais, je me rappelle quand j'ai commencé à triper sur la musique, tu sais, je voyais dans la chambre de ma grande sœur des posters de Bon Jovi, puis je veux dire, moi je suis né au milieu des années 80, comme quand j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était la culture populaire. À ce moment-là, la société était bombardée par justement le heavy metal de la fin des années 80. Puis ça a pris un peu de temps avant que le grunge du début des années 90 devienne vraiment mainstream puis vraiment répandu. Puis jusque-là, qu'est-ce qu'on voyait dans la musique rock, sur le marché, sur les radios commerciales, c'était beaucoup des bands de heavy metal puis de hair metal des années 80. Puis ça a eu vraiment comme un gros impact puis une grosse influence là, sur moi. Fait que quand je joue cette musique-là, autant que quand j'en écoute, ça feel naturel. Ça feel right. Mais tu sais, ça part de tes bases, là. Mais t'as-tu quelques exemples de bands en tant que tel qui t'ont inspiré plus ou que t'as fait, ils m'ont peut-être pas nécessairement inspiré, mais eux, j'ai vraiment trippé sur eux autres, dans le fond? Ouais, je mentionnerais Whitesnake, qui est vraiment une grosse influence pour moi à tous les niveaux, autant au niveau des arrangements, la voix de David Coverdale, puis leur univers musical, qu'est-ce qui amène de l'avant. Il y a comme vraiment quelque chose de puissant, là, je trouve. Moi, des bands comme AC/DC, moi, ça me passionne parce que c'est au travers de la simplicité. Tu sais, les gens, des fois, ils prennent ces bands-là pour acquis, puis ils disent « Ah, AC/DC, c'est facile, tout le monde est capable de jouer ça », mais t'écoutes leurs enregistrements, puis c'est des musiciens que quand ils jouent, ils maîtrisent leur instrument, ils maîtrisent qu'est-ce qu'ils font, il y a une magie. Puis moi, c'est cette espèce de magie-là qui me fascine. C'est « OK, vous faites de quoi de vraiment simple, puis qui sonne, puis qui est extraordinaire. » Puis, tu sais, moi, ce genre de band-là, où, tu sais, au niveau du punk, je pense beaucoup à Bad Religion aussi, tu sais, que c'est tout le temps la même poutine, puis qu'au travers de ça, ils réussissent tout le temps à se renouveler. Moi, je trouve ça génial. Là. Ben oui, puis en plus, les gens aiment ça. Dans le sens que, tu sais, ça reste un peu dans un cadre, mais en tant que tel, quand t'aimes AC/DC, justement, tu sais,
all-in. Là. Tu check, les fans sont vraiment intenses. Là. Puis ça peut être intéressant, les influences punk, ça amène vraiment une rythmique, une dynamique qui est plus rapide, plus intense que, mettons, le heavy metal des années 70. Fait que quand tu intègres des éléments de la musique punk avec des éléments du heavy metal, tu obtiens une musique qui est vraiment intéressante, comme par exemple le genre qu'on appelle le sleaze, qui est un mélange du punk moderne des années 2000, qu'on pourrait appeler le skate punk, avec le glam metal des années 80. Là. On peut mentionner des bands comme Crash Diet ou Santa Cruz, qui sont justement un peu en parallèle de ce qu'on fait, mais on a vraiment notre touche très, très personnelle. Puis elle vient en partie, j'ai l'impression, du nom du groupe qui a été trouvé par Vincent. Je sais pas si ça te tente de nous raconter comment c'est arrivé. En plus, c'est une question classique. On demande tout le temps le nom vient d'où. Ben, c'est ça. On avait une séance de brainstorming quand on avait commencé à pratiquer. Il nous fallait un nom. Puis au final, il n'y a pas vraiment d'histoire en arrière de ça. C'est fait, plus... ouais, c'est ça. C'était... J'avais proposé dans le brainstorming The Devil's Golf Club, puis c'est là que Vincent il a fait comme Kung Fu Hotline, puis on était tous comme Yeah! the name of the band. Ouais, une suggestion qui est sortie, ça l'a parlé à tout le monde. On a commencé un peu à déblatérer là-dessus, à commencer à avoir des drôles de concepts sur notre premier EP. On l'avait vraiment en tête un peu justement les années 80 telles qu'elles n'avaient jamais existé. Avec ça, une partie de Kung Fu, c'est que là, c'est des moines Shaolin qui arrivent en ville, d'où justement l'inspiration pour Moving to the City. Fait qu'il y avait tout ce côté-là de quand on pensait à ce nom-là, on avait plein de concepts après ça qui nous sortaient de la tête. Autant au niveau justement de l'image du band que pour des clips, que pour des idées de tunes, ce genre de choses-là. Fait qu'au final, on a décidé d'y aller avec ça. Hein. Ben, on voit que vous êtes vraiment concept. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, même juste votre logo, le visuel, tu sais, ben justement, ton gilet, je l'avais remarqué. Tu sais, c'est juste malade parce que les couleurs, tout, tu sais, ça rappelle vraiment, tu sais, une nostalgie de l'époque. Puis, tu sais, c'est super visuel. C'est vraiment le fun. Tu sais, quand on vous cherche, comme, tout de suite, tu sais, on le sait que quand on vous a vu, on sait que c'est vous, tu sais. C'est facile à trouver. Toi, d'ailleurs, par rapport au logo, moi, je suis le seul de la gang qui vit à Montréal. Je suis originaire quand même de la Mauricie, proche de Trois-Rivières aussi. Là, mais puis que quand je viens voir ma famille, puis j'en profite pour jouer avec les boys, on pratique, puis on travaille sur notre matériel. J'en avais distribué des chandails un petit peu comme plus dans le coin où je vis à Montréal. Puis il y avait des gens qui n'avaient aucune idée que la musique c'était aussi rock ou heavy. J'ai des amis qui sont venus me voir jouer en show. Eux pensaient que c'était du genre de dark synthwave ou une affaire comme ça. Puis là, quand ils ont vu le son de la guitare, ils ont dit c'est vraiment bon, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Fait que c'est vrai que des fois, je sais que le logo, sans s'en rendre compte, nous, on est allé peut-être très rétro. Oui, mais en même temps, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, ça rajoute une espèce d'aura autour de vous, puis je trouve ça fun parce qu'un visuel, je trouve que c'est vraiment important, justement, puis c'est pour se différencier, mais aussi pour qu'on vous reconnaisse plus facilement. L'autre fois, j'étais au magasin de musique, puis j'expliquais au vendeur que le mauve, c'est vraiment heavy metal. Puis là, il me regardait bizarre en voulant dire comme, t'es-tu sûr, man? Mais oui, parce qu'il y a ce côté, tu vois, je sais pas, une belle voiture sport, une moto mauve, là, qui a l'air puissante, tu vois, une belle guitare mauve, tu sais. En fait, il y a pas... ça peut être comme très heavy metal, finalement. C'est juste une question rendue là, c'est très subjectif, là, à quoi on associe les couleurs, finalement. Parce que quand on pense au heavy metal, on pense beaucoup aux années 80, on pense à ça, le mauve, le rose, on pense au skate, on pense au surf. Tu sais, ça nous ramène tout ce genre de vibe-là. La Bones Brigade, justement, où est-ce que Tony Hawk, tu sais, tous des skateurs connus, il y avait toute une couleur dans le groupe. Puis ça faisait que le groupe, il lookait. Puis ça faisait qu'aussi chacun des skateurs, il lookait. C'était très iconique, puis c'était très facile à identifier. Un peu comme tu parlais à propos de notre groupe, qui est très facile à identifier. Il faut de nos jours que la personnalité du groupe soit tellement manifestée que ça sue par les pores de ta peau. Là. Pense un peu aux Ramones, que leur look, c'était carrément devenu un look de personnage de bande dessinée, mais ils se l'étaient approprié à 100%, puis ils l'ont gardé toute la carrière. Fait que quand les gens pensaient aux Ramones, ils pensaient à ce look-là, ils voyaient le look, ils pensaient aux Ramones, fait que c'était vraiment une formule gagnante. Là. Puis c'est vous autres qui faites votre propre, votre propre merch, vos propres logos, vos propres choses, dans le sens qu'on est beaucoup dans une période do-it-yourself, côté musique, parce que l'industrie a mené à ça, là, on s'entend? Oui, le logo, à la base, c'est notre deuxième mouture. La première version était pas mal, sauf qu'elle ressemblait à trop de choses qu'on voyait déjà. Et puis là, pour la version actuelle, dans le fond, c'est moi qui l'ai dessiné à la main.
Je l'ai scanné. Après ça, je l'ai retracé au numérique. Puis après ça, je l'ai envoyé à Pat. Puis c'est Pat qui a fait les jeux de couleurs dedans. Mais on se le cachera pas, je me suis inspiré du logo de Thin Lizzy. Là. Il faut rendre hommage aux grands maîtres. Là. Notre logo est très ressemblant à leur logo. Le but, c'est pas du tout de voler des idées, mais c'est vraiment de rendre hommage à nos influences. Puis sinon, tu te demandes dans une autre ordre d'idée, tu me disais, toi, tu étais plus à Montréal, vous êtes plus à Trois-Rivières. Est-ce que des fois, ça crée des petites problématiques côté pratique? Ça ressemble à quoi un peu vos... Ça demande de l'organisation. Là, des fois, mettons, si un de la gang qui est plus occupé, parce qu'on a tous des jobs, on a tous des trucs dans nos vies. Charles-André, il est papa, fait qu'on est comme tout... mais on s'organise d'avance, puis on se tient tout le temps comme un petit peu à jour de quand on a des idées pour brainstormer, quelqu'un qui a jamais un riff, quoi que ce soit, on se les envoie sur notre conversation par Messenger. C'est plus facile avec les outils qu'on a maintenant. Tout le monde est en mesure de s'enregistrer chez soi, de travailler sur des trucs de son côté, puis après ça, qu'on mette ça en commun. Je te cacherai pas que ça me manque un peu de pratiquer 3 fois par semaine, de se tenir toujours en band, puis de rock. D'être ensemble. Exact. Sauf que là, à un moment donné, on rajeunit pas, puis il faut y aller avec les réalités de tous et chacun. Puis j'aimerais mieux avoir un guitariste qui vit à Montréal qu'un guitariste qui est incompétent. Puis Pat, c'est le plus compétent que j'ai connu jusqu'à maintenant. Fait que... Non, mais sans vouloir te lancer des fleurs. Je veux juste mentionner que j'étais guitariste dans l'ancien projet avec Charles, fait qu'en ce moment, je suis triste. Vincent, t'es le meilleur bassiste que je connaisse. Au moins, t'as trouvé une autre place, c'est cool. Non, mais par exemple, c'est pour avoir évolué longtemps dans le domaine de la musique, avoir joué plein de genres avec plein de gens différents, ça me fait apprécier à quel point en ce moment, je suis dans une bonne situation avec des musiciens compétents, mais aussi des bons chums. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des bands, des fois, c'est juste des collègues de travail. Nous autres, on est une gang de chums, puis on a cette chance-là. Puis ça rend les rapports beaucoup plus évidents quand on est pognés tout ensemble pour voyager, tous dans la même voiture ou tous dans la même chambre d'hôtel. Ben, on se pile pas trop sur les pieds parce qu'on a déjà une belle harmonie qui est mise en place. Ça, t'as déjà une belle relation, une belle cohésion de groupe. Oui, comme quand on va à Cornwall, tu sais, bon, maintenant, Rémi, il ne ronfle plus. Mais à l'époque, c'était vraiment un problème au point que je considérais sérieusement d'aller dormir dans le char. Mais... Mettons, si vous étiez un couple, il ferait chambre à part. Ah ben là, écoute, ça c'est évident. Sauf que, tu sais, si ça avait pas été mon bon chum, je l'aurais étripé. Mais finalement, là, c'est ton ami, tu le regardes dormir, puis tu dis « Dors bien, mon ami ». Puis maintenant, on va remercier le Médic Construction, on va remercier notre système de santé qui m'a offert une belle machine là, pour régler mon apnée du sommeil. Mais on a la chance d'avoir Darth Vader au drum. On peut savoir une petite explication là-dessus? Ben non, c'est parce que la machine a respiré, c'était une Non, mais c'est ça, c'est juste que... Imagine, tu traînes ça en show en plus, là. Tu sais, dans le sens qu'après, là, c'est comme, hey, full rockstar, tu s'en vas dans ta chambre, tu te couches avec ta grosse machine. Non, mais c'est ça, ça prend un roadie juste pour le gear à Rémi, puis on parle pas de son drum, on parle de sa machine. Ben c'est ça, tu sais, on peut se lâcher des vannes comme ça, puis se faire des jokes, puis il n'y a jamais personne qui le prend mal, il n'y a jamais personne qui prend rien personnel. Puis ça contribue à un climat de travail qui est vraiment, vraiment productif, là. Fait que, justement... On peut pas se voir autant qu'on le souhaiterait, sauf que quand on se voit, on avance les choses de façon très sérieuse, là. On a plusieurs nouvelles compositions en travail en ce moment, fait que ça promet pour la suite des choses. Ouais, on s'en va en studio cet été. Félicitations. Fait d'enfant, c'est un EP, un album. C'est quoi qui s'en vient? C'est un EP, un nouveau EP. On va le faire encore avec Francis Perron au studio Radicar, qui est connu pour avoir travaillé avec Voivode, avoir remporté des prix Juno à plusieurs reprises. Donc, on est très enthousiaste là, d'avoir cette opportunité-là. Francis, c'est un gars qui vient de la région de Trois-Rivières, puis son studio est dans notre région. Avant qu'on sache qu'il y ait un studio, bon, on le connaissait parce qu'il travaillait aussi au magasin de musique. Fait que là, de par la bande, ben, on a fini par le savoir, puis on a fini par le contacter. Ouais, c'est facile de travailler avec lui. Puis aussi, il y a un côté où est-ce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de studios d'enregistrement qui ferment en ce moment, alors que lui est en plein essor. Donc, il y a une espèce de magie, une recette qui fait que sa chose, chez lui, ça fonctionne. Puis je l'ai vu travailler avec toutes sortes de genres de groupes différents. Puis moi, je l'avais repéré à cause qu'il avait travaillé avec Jésus Bench 400 livres. Puis il avait réussi avec ce groupe-là un véritable tour de force. La production de leur EP était vraiment soignée.
Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, travailler avec ce gars-là, ça va être avantageux pour n'importe quel groupe, dans n'importe quel genre de musique, mais en particulier avec le genre de musique qu'on fait. Parce qu'il est très bon avec le rock, le hard rock, le heavy metal. C'est un gars qui connaît ce genre de musique-là. Puis quand tu vas en studio, c'est important, pas juste d'avoir une belle qualité sonore, mais de travailler avec quelqu'un qui comprend le genre de musique que tu fais. Puis c'est que Francis, c'est un bon coéquipier quand on enregistre. C'est pas juste le gars qui va dire OK, on enregistre, puis qui va peser sur stop quand on a fini. Te remettre en question, il va dire OK, ça c'est correct, ça c'est pas correct, faudrait qu'on arrange ça. Puis au bout de la ligne, ça aide à avoir un meilleur produit. Définitivement. Comme ça, c'était bon. Pourquoi est-ce que le reste n'est pas aussi bon que ça? En tout cas, on le salue. Ben oui, ben oui. Salut exact. Frank. Fait que, on a à peu près 5 nouvelles compositions qu'on travaille en ce moment. Là-dessus, il y en a probablement seulement 4 qui vont se ramasser sur la galette finale au bout du compte. Fait que ça va être des choix déchirants. Mais on a toutes sortes de thématiques intéressantes puis qui touchent de près ou de loin à notre univers musical. Comme par exemple, on parlait de skateboard tantôt. Il y a une de nos pièces qui va parler de skate parce que justement, non seulement c'est une thématique qui rejoint les années 80, mais en plus, ben moi j'adore faire du skate. Fait que, On est deux. ouais, exactement, les paroles. J'écris en fait la totalité des paroles. Puis sinon, pour ce qui est de la composition, tout le monde dans le groupe compose ses propres arrangements sur la chanson, puis on met ça en commun. Mais les idées originales des pièces viennent souvent de Pat ou un peu de moi également. Super, j'ai même pas besoin de poser de questions, puis vous répondez déjà à toutes, c'est malade. Ouais, ben c'est ça. Je t'étudie en la maîtrise en communication, puis communiquer, c'est ma passion. Des fois, il faut que je me mette un peu de restrictions parce que sinon, ça y va trop. Oh non, mais c'est super, on aime ça comme ça. Ouais, exact. Non, continue, on aime ça, on aime ça. Puis, tu sais, je vois que vous êtes vraiment sérieux côté musique, mais aussi pour vous lâcher lousse sur les réseaux sociaux, hein? Dans le sens que, moi, j'ai vu une belle publication que c'était marqué « Notre chanteur, mettons, ouvre son OnlyFans, il est dans le besoin, puis tout. » Fait que, tu sais, c'est le genre de post qu'on peut retrouver justement sur votre Instagram, des choses comme ça, mais c'est ça, je trouve que votre dynamique, elle est fun, tu sais, côté production de contenu, des choses comme ça. Si tu te prends trop au sérieux, finalement, à la fin, t'es une joke. Ça prend un équilibre dans toute Fait chose. que c'est un peu je de virer pense. la joke. Déjà, de base, en fait, tu devances le truc. Ouais, ben faut pas avoir peur de l'autodérision. On prend la musique vraiment au sérieux. Se prendre au sérieux soi-même, peut-être un peu moins. Tu sais, ça dépend du contexte, là, je Tu sais, dirais. c'est important d'être professionnel, mais tu sais, si on est trop professionnel, j'ai l'impression que ça va créer une glace entre nous et le public. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, tu sais, d'en mettant notre côté goofy, tu sais, dans nos coms, ça aide à ce qu'on reste accessible, à ce que les gens veuillent nous connaître. Ben, tu sais, on est une bonne gang de jokers ensemble. On a tous une nature un petit peu clown. Là, fait que l'humour va quand même toujours faire partie un petit peu de l'univers musical, mais très... Ben, je trouve aussi que les gens, ils aiment ça. Dans le sens, tu sais, les petites salles, les petits shows que tu vas voir, puis tu peux quasiment toucher au band. Il y a une petite proximité de le fun aussi. Puis je pense que ça reflète bien ce que vous dites. Ouais, exactement. Mais c'est ça, on aime beaucoup jouer dans les clubs. On fait peu pour le moment de grandes salles ou de festivals, sauf que cette proximité-là avec le public, ça fait que tu construis une fanbase, mais qui est plus durable parce que le lien est plus ferme. Donc, finalement, les gens qui se mettent à suivre notre band, ils se trouvent comme privilégiés de nous avoir découverts, puis nous, on se trouve privilégiés d'avoir été découverts par ces gens-là, puis ça crée une relation, parce que le public, sans le public, le groupe n'existe plus. Effectivement. Mais non, c'est vraiment une belle... comme une belle touche pour vrai. Puis là, je pense que je poursuivrai parce qu'on a un magnifique bol à questions. Donc, totalisant 3 questions dans toute l'entrevue, fait qu'on pose des petites questions de bol ici et là. Donc, je vous laisse piger. Écoutez, c'est un bol qui a des questions en général sur l'industrie de la musique, mais aussi qui peut parler un peu de votre band. Fait que Vincent, t'as pas le micro, tu piges le coupon. Ben là, je suis rendu avec un micro, là. Fait que je vais faire les deux. Comment abordez-vous la fusion de différents genres dans vos créations? J'ai l'impression qu'on vient d'en parler pas mal. Fait que- Avec le clavier à 120 chansons. Ouais. C'est un de mes instruments de travail. Le clavier contient très exactement 120 chansons. En ce moment, on en a utilisé seulement 4. Fait que ça, pour la suite des choses, on est blindé. C'est Yamaha qui produisait ces claviers-là à l'époque puis qui les vendait pour peu chez Radio Shack. Je m'étais rendu chez Radio Shack puis j'avais acheté le meilleur clavier, là, celui qui a la sensibilité des touches. Puis finalement, là, au bout du compte, pour avoir essayé plein de synthétiseurs, puis je me suis acheté aussi un keytar qui est wireless, puis ça rajoute vraiment au visuel en show, mais c'est
plus ou moins fiable comme technologie, alors que le Yamaha 120 chansons, toujours impeccable là, au niveau du son et du rendu. Dans un monde idéal, je traîne les deux, mais des fois, l'espace ne le permet Puis il pas. faut se rappeler là, que quand il était jeune puis il avait acheté ce clavier-là, c'était soit tu t'achètes ce clavier-là ou c'est une coupe de conso de weed puis il avait préféré le clavier. Pardon? Fait que, c'est pour ça, je dis, tu sais, le clavier en question, il y a quand même il y a un timbre, il y a il y a des tones dedans qui sont quand même assez particuliers, tu sais, puis ça, ben, avec le son du monde ampli, de la guitare, puis tout le monde ensemble, ça fait vraiment un blend. Ouais, c'est ça, c'est qu'on arrive à aller chercher le son des années 80 avec du matériel qui date des années 80. Non, mais tu sais, on est comme 4 cuisiniers qui font tout le temps des recettes ensemble. Il y en a qui sont plus poivre, il y en a qui sont plus ail. Puis tu sais, quand on a une nouvelle recette, ben il faut essayer de faire balancer ça, je crois. Là. Des fruits! Mais je vais aller plus loin sur ce que tu dis. Je pense que chaque personne dans le groupe a une belle culture musicale qui lui est propre. Puis quand on met ça en commun, c'est finalement qu'est-ce qui fait la couleur de notre groupe. Ouais, une belle grosse poutine. Ah ouais. Ben c'est ça, on a beau, tu sais, avoir des influences qui viennent autant d'Angleterre, des États-Unis que du continent européen, puis, tu sais, finalement, on reste très québécois, tu sais, on est tous des gars de la Mauricie, puis je pense que le heavy metal, qu'il soit en français, qu'il soit en anglais, ça fait partie de la culture québécoise. Puis nous autres, on est fiers de contribuer à cette culture-là à notre façon. Puis c'est pas du tout une question de renier nos origines, c'est une question de fusionner nos origines, finalement. Pour vrai, super mindset. Puis, je ne vous ai pas encore vu en show, mais on a hâte de vous découvrir. Est-ce qu'il y a des shows qui s'en viennent? On a mis les shows sur pause à cause de notre entrée en studio cet été parce qu'on a beaucoup de travail. Puis c'est un moment qui est important. On a investi une certaine somme d'argent pour arriver à un album. On veut tirer le meilleur parti du temps qu'on va passer en studio, puis c'est beaucoup de préparation. Puis même si on pense qu'on est prêt, finalement, on n'est jamais suffisamment préparé pour rentrer en studio. Donc, on a décidé d'y aller mollo pour les shows pour quelques semaines, quelques mois, mais on est en train d'en préparer au moins un à Trois-Rivières pour cet été, histoire d'inviter nos bons amis de Don't Tell Sarah et Hellrager qui viennent de la région de Cornwall, puis qui ont un super produit à présenter, puis qui sont encore jamais venus à Trois-Rivières. Donc, Kung Fu Hotline, Hellrager, Don't Tell Sarah, on essaye d'organiser ça en ce moment, puis c'est sûr que vous allez voir popper ça tout Ou le aussi temps. un appel aux bands de Québec qu'on serait très intéressés là, à venir faire là, des shows avec eux autres. Là. Ah non, mais déjà, il y a déjà une couple de salles, là, tu sais, on s'en parlera off mic tantôt, mais on a déjà plusieurs salles qui pourraient effectivement vous accueillir. Puis je pense que votre musique serait très bien reçue à Québec. On aime bien le rock et le vieux rock. Deuxième question de bol. Ben, en fait, encore une fois, la question, j'ai l'impression qu'on l'a déjà abordée. C'est pas grave, on y va. Quel rôle la technologie joue-t-elle dans votre musique? Ben, au final, c'est d'utiliser des vieux instruments pour avoir un vieux son. Je pense qu'on... Mais il y a un mélange de vieilles technologies puis de nouvelles technologies. Entre autres, Pat, pour ce qui est de la guitare, est très, très à l'affût de tout ce qui se fait. Puis tout ce que Pat fait me semble très, très intentionnel. Je sais pas si tu veux nous parler un peu de ton gear, Pat. Comment tu arrives à ton ton de guitare? Ben, je veux pas te contredire, mais au niveau de mon ton de guitare, c'est quand même très straight up. Là. C'est Jackson, un pick-up dans un Mesa. Tu sais, la seule pédale que j'utilise dans les tunes. Mais pourquoi, mettons, Jackson et Mesa, qu'est-ce que tu trouves dans cette combinaison-là? Ah, c'est le ton que j'aimais puis le feel que j'aimais. Ça. Je suis tombé là-dessus à force d'en essayer. Point. C'était pas pour faire du props de friend ou quoi que ce soit, mais c'est le son que j'ai. Ouais, exactement. Puis je pense que pour le ton de guitare qu'il y a dans le band, c'est quand même. T'as des bons succès des années 80, le ton de guitare style un peu rat, un peu que tu pouvais avoir dans le vieux White Snakes. Un autre band que j'aime beaucoup qui s'appelle Lion, que c'était avec. Comment il s'appelle le guitariste Sykes? avec White Snake, le blond. Doug Ulrich. C'était comme le premier gros band de Doug Aldrich. Puis tu sais, je tripais vraiment sur le ton de guitare pour un moment donné, mais ça a donné que quand j'ai essayé un Mesa, un vieux Mark IV, j'étais comme, ok, ça c'est le drive que je vais avoir. Puis fait que ça, tu vois, moi au niveau de mon gear, ben, il est pas si technologique que ça, là, mais tu sais, j'utilise un petit peu de pédale à droite et à gauche des fois. Quand on fait des covers, par contre, là, je vais avoir comme plein de des petits effets pour avoir le son de l'intro. Plein de pédales qui fait plein de feedback. Le Soundman, il haït ça. En général, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Il y a des guitaristes à qui tu peux pas demander de baisser le volume. Avec Pat, ça n'a jamais été vraiment un problème. T'sais. L'affaire, c'est que si tu te mets le Soundman à dos, après ça, t'es sûr que le reste du show est pourri. C'est ça aide pas. Hein? Mais sinon aussi, côté technologie, en dehors de la musique, est-ce que, côté promo, côté branding, côté tout, est-ce que
ça a un impact? Est-ce que... Ouais, ben il y a Pat qui met beaucoup d'énergie sur nos réseaux sociaux. Entre autres, tu sais, moi, je suis un peu de la vieille école là-dessus, tu sais, je comprends Facebook, puis récemment, genre, j'ai commencé à publier sur Instagram. Cette petite bébite-là, cette bébite curieuse-là? Non, mais blague à part, tandis que Pat, lui, il est un petit peu plus au parfum pour ces choses-là, fait que c'est sûr que son apport pour la gestion des médias sociaux est très important. C'est sûr que, bon, moi, cordonnier mal chaussé, j'ai fait un bac en communication, j'ai étudié à maîtrise en communication, mais il y a un moment donné où est-ce que la gestion de médias sociaux, c'était pas l'aspect des communications qui m'attirait le plus, qui m'intéressait le plus. Puis j'essaie de contribuer à la hauteur de ce que je sais et de ce que je peux faire. Sauf que j'ai l'impression que finalement, ça va aussi beaucoup avec l'intérêt. Puis étant donné qu'on a une personne dans le band qui manifeste de l'intérêt pour ça, c'est vraiment un atout là, quand il vient le temps de... Moi, je serais plutôt du genre à rédiger des communiqués de presse si on fait un lancement. Puis bon, ça fait que on a eu justement une couverture média dans les journaux à Trois-Rivières ou ce genre de choses-là. Mais comme je disais, je suis davantage de la vieille école, mais on a la chance d'avoir des expériences différentes à ce niveau-là dans le groupe. Puis Rémi aussi, qui publie une fois de temps à autre avec son humour un peu abrasif, là, ça fait du bien. C'est ça. Moi, je trouve que la technologie, au niveau des communications, ça vient beaucoup faciliter les choses. Rejoindre des bookers, rejoindre des bands, c'est cool. On est en période de pré-production. S'envoyer des démos, s'envoyer des shit tracks, c'est super important. Faire des pauses pour un prochain show, là, ça va faire des années là, qu'on n'a pas mis de flyers là, sur des chars, sur des poteaux au centre-ville. C'est quelque chose qui facilite ça, puis c'est rendu le nerf de la guerre des communications. Mais là, il y a mon petit côté conservateur qui me ramène à la réalité qu'un band, tu sais, ce qui est important, c'est de jouer live, faire des compos, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, la technologie, c'est vraiment beaucoup pour les communications, mais on va toujours rester un band. Puis un band, ça joue dans un sous-sol, puis ça va jouer dans un bar qui pue. C'est correct qu'on aime ça, les bars qui puent. On découvre de beaux bands là-dedans. Dernière petite question de bol. Puis après ça, j'ai une question, notre question typique. C'est quoi ton band? Avez-vous l'impression que la scène locale est suffisamment soutenue par les médias et les institutions? Question piège, ça? Ou... ben, c'est sûr que pour la scène locale, tu sais, mettons, ça dépend à quel niveau qu'on parle. Mais pour moi, quand je parle de scène locale, ça va être des groupes un peu plus qui sont un petit peu moins connus, des fois que les gens vont avoir déjà vu jouer un peu partout. Ouais, je vais prendre un peu le micro justement parce que j'ai quand même une couple de trucs à dire, mais justement, dernièrement, ça m'a fait rire parce que justement, je voyais des articles dans la presse qui parlaient que même, je pense que c'était la Chambre du commerce à Montréal, que même le milieu des affaires, justement, disait que ça serait peut-être le temps, justement, de donner des subventions directement aux plus petits artistes. Fait que quand il s'est rendu que même, justement, le milieu des affaires de Montréal commence à trouver que l'art est peut-être pas assez subventionné ou peut-être mal subventionné, ben là, rendu là, je trouve que... En tout cas, j'avais trouvé ça quand même assez particulier. Ça me rappelle justement quand on avait fait une genre de mini-tournée justement en France avec notre ancien groupe Phoenix and Flames, qu'on parlait avec les Français là-bas, puis qui nous disaient qu'eux autres, justement, quand ils font de la musique, quand ils font de l'art, c'est littéralement un peu une espèce d'aide sociale qui est versée directement aux artistes. Tandis qu'ici au Canada, même pendant la pandémie, je me rappelle entre autres, là, c'est le gouvernement fédéral qui avait donné une pochette de 10 millions justement pour aider les artistes. Ça, c'était le gros titre. Tu lisais l'article après ça, puis finalement, le 10 millions est allé au producteur. Fait que moi, en tout cas... Ben, c'est ça, là. Ou sinon, ça va aller dans les artistes, justement, qui sont promus par les promoteurs. Fait que... Par la bande, mais ça aide pas ceux qui commencent ou ceux qui, justement, ils ont un matériel puis ils ont pas de fou, mais qu'il manque juste le reach puis de la visibilité. Exactement. Fait que je pense que oui, définitivement, c'est peut-être pas une question d'augmenter les montants, mais vraiment de trouver une façon, justement, de mieux les répartir, plutôt que justement de payer une deuxième Ferrari à Marseille. Sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que dans notre région, il y a des médias un petit peu plus corporate qui vont soutenir les bands émergents, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a un petit côté underbelly là, pour ce qui est de notre band. Là. Ils vont soit soutenir des projets plus rock ambiant, plus ou gros métal, mais on a l'impression que nous autres, on est entre les deux, puis on passe entre les cracks du plancher, j'ai l'impression. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait de pas correct ou de correct. Là. Mais je pense qu'on est potentiellement le band préféré de plein de gens qui nous connaissent pas encore. C'est une des raisons pour lesquelles on est là ici aujourd'hui.
Ça prend une citation quelque part sur vos réseaux sociaux. Là. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Ah non, mais c'est parfait. Mais justement, tu sais, je prends une petite parenthèse parce que, justement, avec C'est quoi ton band, c'est ça qu'on voulait faire. Dans le sens que, puis nous autres, on est ouvert à tous les styles de musique, même si on est clairement tagué vers certains styles plus en particulier, on s'entend. Mais n'empêche que le but, c'est vraiment, peu importe la musique que tu fais, peu importe tu viens d'où, tu chantes en espagnol, moi, je m'en fous. Là. Regarde, t'es fesses au Québec, t'es content, tu joues. On veut te voir, tu sais, on veut savoir t'es qui, puis le but, c'est vraiment de vous mettre de l'avant, vraiment, la scène underground. Donc, comme vous dites, vous passez entre les petites branches, entre les petites fissures du plancher, mais en tout cas, nous autres, on est bien contents de vous recevoir. Yes! Ben avec plaisir! Puis là, j'ai ma question typique. C'est quoi ton band? Parce qu'on la demande à chaque artiste, parce que on trouve ça le fun. Fait que vous allez pouvoir répondre chacun votre tour. C'est dans un monde idéal, votre show idéal, que ce soit avec une personne, un band, mort, vivant, peu importe, qui existe encore, qui sont ensemble, plus ensemble, l'endroit aussi. Donc, votre show idéal, ça serait quoi? Non, votre show à vous. Vous participez, vous faites un show, c'est votre show de rêve. Tu sais, mettons, tu peux dire, moi, je vais jouer au Red Rocks avec, justement, AC/DC, puis on a tel headline, puis on a ci, puis on a ça. Tu sais, gâtez-vous. Moi, je te dirais, là, Charles, il y a eu une belle citation là, quand on est arrivé. C'est mieux une petite salle pleine qu'une grande salle vide. Moi, je veux une salle pleine. Là. Fait que, mettons, le MTLUS. Ben, j'aime bien mettons, le MTLUS parce que c'est une moyenne grande salle. Puis quand tu vas voir un show là, ben, tu as une proximité avec l'artiste. Fait qu'aussi, l'artiste a une proximité avec le public. Fait que, tu sais, le genre de salle dans ce range-là. Ensuite de ça, moi, le show idéal, tu sais, je suis drummer, j'aimerais ça jouer sur mon kit. Parce que, non, sérieusement, tu sais, c'est ça la game d'un petit show. Bon, les changeovers doivent être rapides. Le soundman, il n'est pas payé cher. Fait qu'il faut le comprendre qu'il ne veut pas tout le temps changer là, les micros de place. Fait que, puis, tu sais, ça fait que des fois, j'emmène pas mon kit, puis je vais jouer vraiment sur, vraiment des kits de casserole. Fait que, tu sais, d'être dans mes vieilles pantoufles, j'aimerais ça. Puis c'est ça, d'avoir un bon soundman, là, ça serait le show idéal. Fait qu'une belle salle pleine, derrière mon kit, avec mes amis, avec un bon soundman, là, ça serait mon show idéal. Ça, show idéal, bon. Étant donné qu'on est dans le rêve, je vais y aller avec une proposition qui arrivera probablement jamais. Ça serait au Centre Bell avec Iron Maiden qui fait notre première partie. Pas en première partie d'Iron Maiden. Non. On va dream big. Mais au final, sinon, en tant que tel, tu sais, les endroits intéressants, parce que tu m'as fait flasher de quoi en parlant du Red Rocks. Mais j'ai vu, je sais même pas encore si c'est quelque chose qui existe, mais j'avais déjà vu justement un show de Mastodon qui jouait au Duna Beach, une espèce de festival qui se passait en Italie, je pense, sur une plage sur le bord de l'eau avec les montagnes en Avec arrière. des C'est dunes, littéralement un genre, show ouais. sur le sort de la Malade. plage. Là. Fait que c'est sûr, des espèces de shows, même dans des endroits un peu différents, un peu bizarres, toujours très intéressant. Ben, c'est ça que j'aimais justement de ce concept-là, c'est que c'est pas un gros show d'aréna, tu vas pas jouer dans une salle de spectacle, c'est vraiment... Je trouvais ça un drôle de concept de pouvoir justement prendre du soleil, puis en même temps à côté t'as Mastodon, t'as Red Fang, qui vont justement jouer nu-pieds à côté de toi. Je trouvais ça génial. Ben, ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la croisière Monsters of Rock ou ce genre de croisière-là. Moi, j'y ai été comme technicien en accompagnant Chris Holmes. Puis c'est sûr que de voir le genre de contexte dans lequel les bands jouent, que ce soit sur le bateau de croisière ou dans les endroits où ils font escale, c'est comme donner un show au paradis, là, c'est magnifique. Mais pour moi, la seule chose qui pourrait vraiment topper ça, ça serait faire un show extérieur devant, comme un 500 000 personnes, là, comme mettons Woodstock, là, ça, je rêve de jouer devant une foule aussi nombreuse que celle-là, dans ce genre de contexte-là. Ça me semble être peut-être l'expérience ultime là, pour le musicien moyen. Effectivement. Tu sais, en plus, tu vois pas où est-ce que les spectateurs terminent. Ça doit Exact. tellement être fou, là, la Une vibe, tu sais, marée, l'énergie aussi qui interminable. se passe entre, tu sais, comme le band puis la foule. ça Ouais, doit être exact. fou, là. Fait que, je pense que ça, c'est quand même difficile à battre en termes d'idéal. Je vais t'avouer que j'aime beaucoup l'idée de jouer sur une scène extérieure qui est quand même assez gigantesque. Ça, c'est sûr que ça pourrait être vu qu'on parle d'un setup idéal, pas de limite. Là. Mais je vais t'avouer que je réfléchissais. J'étais comme, avec qui que tu voudrais jouer, partager la scène, mettons. Comme je sais, il y en a trop. Ouais, mais moi, je suis un gars qui est quand même, des fois, j'aime beaucoup
j'essaie de rester réaliste en même temps, naturellement, tu sais. Moi, j'ai tout le temps, la journée où j'ai entendu une de leurs tunes, j'étais comme, tu sais, un band comme Sword. Genre, moi, je partageais la scène avec un band comme ça, dans un genre de festival ou de quoi de même, genre, tu sais, je serais, tu sais, je l'ai fait, je peux mourir en paix, là, tu sais, c'est cool. Ouais, absolument, absolument, tu sais, puis, c'est le fait aussi d'après ça, tu sais, que ça va être des musiciens qui viennent d'ici, tu sais, puis, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, je m'en allais dire comme le vieux Colisée de Québec, moi je l'aimais beaucoup parce que c'est les premiers shows de ma vie que j'ai vus, c'était là, tu sais. Fait que la journée que j'ai été au Vidéotron, j'ai trippé parce que, tu sais, oui, la technologie, le son, pis tout. Mais n'empêche, tu sais, moi, le premier show que j'ai été voir, c'était Iron Maiden, justement dans la tournée Early Days, puis je pense qu'ils jouaient avec Mastodon. Au Vieux Colisée de Québec. Là. Fait que, j'avais comme un petit côté très nostalgique de ça. Ah, tellement. Tu rentres dans la nostalgie. Tous ceux qui viennent de Québec, là, le Colisée. Aïe, aïe, aïe. Ça trahit un peu mon âge. Ah, c'est correct, je pense qu'on est tous dans le même, dans le même batch là, qui est né dans les années 80. J'irai avec le mot de la fin. C'est quoi que vous avez à plugger? C'est sûr qu'on a parlé de votre EP qui s'en vient, les shows pas de suite, mais éventuellement peut-être cet été. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre de l'avant? C'est sûr qu'au final, en ce moment, étant donné que c'est un peu plus tranquille, la meilleure option, c'est toujours de nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme qu'on parlait, on va avoir justement un album qui devrait sortir en 2025. Ouais, ok. Pendant un instant, je me demandais si on était vraiment en 2025. Puis après ça, justement, les shows vont recommencer, ça c'est sûr et certain. On essaie de se garder actif quand même en publiant justement un peu des posts qui sont un peu drôles, des photos justement de nos derniers shows. Fait que c'est sûr que meilleure place pour nous rejoindre, Facebook, Instagram. Je pense qu'on n'est pas sur TikTok. Ouais, j'en avais fait un compte TikTok, mais que j'ai un petit peu plus négligé quand j'ai changé de téléphone. Puis, mais bref, généralement, on part d'Instagram puis on transfère à Facebook ou à l'inverse, là, dépendamment qui fait les publications. Mais moi, ce que je pourrais ajouter aussi, ce que je trouverais important, c'est gênez-vous pas pour liker les trucs. Des fois, tu sais, moi, je vois beaucoup de gens, ils vont, tu sais, qui ont vu un post, ils ont vu un reel, ils ont vu un bout de vidéo de quoi de même, puis ils font « Hey, c'était vraiment bon! » Je dis « Pourquoi tu le likes pas? » « Ah, j'ai pas pensé. » Mais c'est important. Vraiment. Ben, c'est parce que c'est une façon aussi de soutenir puis de donner un petit peu plus de visibilité, parce que quand tu likes, justement, ben, d'autres personnes le voient par référence. Fait. Ouais, exact. Je pense que ça, tu sais, quand il y a un story puis t'aimes le bout de la tune, mais tu te gênes pas comme tu fais. Tu sais, je vois plein de monde partager, exemple, des fois des chansons sur Spotify, tu sais, qui partagent juste le parce que tu cliques puis tu peux aller l'écouter après, là, mais... Des fois, si c'est une bout de musique en live, ben, share-les. C'est important. Là. Spotify. C'est un bon moment pour commencer à nous suivre. On est un band qui est encore très jeune. On a un EP de 4 tunes, puis là, on s'en va vers un deuxième EP. Puis on est des gars le fun, tu sais. Fait que ça vaut la peine d'embarquer dans le train tout de suite, puis de pouvoir se vanter que vous nous avez découvert avant tout le monde. Là. C'est le moment, tu sais. Puis on essaie d'être régulier dans nos publications, de toujours sortir un petit quelque chose de le fun pour le monde qui nous suit. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est une belle relation, tu sais, qu'on a avec le monde qui aime notre musique. Fait que gênez-vous pas même pour nous écrire. Puis C'est-à-dire, on était là à leur début. On va avoir des nouveaux modèles de chandail aussi. Nous autres, on aime bien ça, la merch. En plus, chaque fois qu'on s'en va dans des shows underground, des choses comme ça, 3/4 du temps, là, garde un petit gilet, des affaires de même, ça va directement au Ben. Puis en plus, nous autres, c'est le fun, ça fait un petit souvenir. Puis, Ça va être de la haute couture. Ça va se vendre 200$ le chandail. On va rembourser notre badge plus facilement. un peu plus tough, par exemple, 200$ la merch. Là. Blague à part, on est toujours très accessible à ce niveau-là. On mise plus sur le volume que finalement sur le profit. Puis ça fait qu'aussi, chaque personne qui porte un de nos chandails, ça fait une publicité pour le band. Fait que, C'est quoi cette belle pour vrai, on les laisse quasiment aller au cost, mais ça nous fait tellement plaisir de croiser. Beau mindset. En tout cas, un gros merci. C'était super le fun. Vous êtes super sympathiques. Donc, Yes, merci à allez les toi. suivre. Puis en plus, ils ont Bandcamp, juste by the way, de même, pour encourager les gens. Achetez-nous notre musique le vendredi, s'il vous plaît, sur Bandcamp. Non, c'est le Bandcamp Friday. Ça a changé. Ça a changé? Ils sont bien Plus à cheap. chaque vendredi maintenant. Ah, très intéressant. Mais écoutez, maintenant on le sait. On va propager la nouvelle. C'est parfait. Ben, un gros merci. Yes, merci. Un immense merci à Kung Fu Hotline pour leur présence incroyable dans l'avant-dernier épisode de la saison 1 à C'est quoi ton band? On a vraiment eu du fun à jaser avec eux et à plonger dans leur univers musical. Restez à l'affût, leur nouvel EP sort en 2026 et plusieurs shows s'en viennent, donc allez les suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer.